Merci beaucoup Delphine. Et s'il y en a qui fument, planquez vos clopes, il est intransigeant. Là j'ai pas eu le moyen de positionner la diapositive sur le tabagisme. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup à l'ASFAR et au CHRU de Lille de cette invitation au GILAR pour discuter rapidement, puisque j'ai mis le chronomètre, de la spécificité en ventilation unipulmonaire. Je ne sais pas si qui est-ce qui pratique un petit peu de chirurgie thoracique ou de chirurgie de l'œsophage au sein de l'Assemblée. Oui, au fond, les cancres, mais finalement, on va essayer de parcourir assez vite le sujet. Quelques conflits d'intérêts dans ma pratique quotidienne. Ce qui est très important en chirurgie thoracique, si vous voulez faire de la bonne ventilation, il faut déjà faire de la bonne exclusion pulmonaire. Si vous avez une mauvaise exclusion pulmonaire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous aurez de mauvais résultat en termes d'oxygénation du poumon, puisque vous n'aurez pas, vous risquez d'avoir du shunt de façon notable au cours de la chirurgie. Pour ça, il y a deux moyens. La vidéolaryngoscopie, et aujourd'hui c'est la recommandation en chirurgie thoracique d'utiliser le vidéolaryngoscope pour mettre une sonde double lumière, pour diminuer le traumatisme des arythénoïdes notamment, qu'on voit bien prédominant ici sur la diapositive. La deuxième contrainte, c'est plutôt hyper satisfaisant, c'est l'usage de la fibroscopie. Là, c'est fibroscopie réalisée par une IAD pour la première fois pour voir un peu combien de temps on vérifie une sonde d'intubation. Je glisse, je me suis tourné pour avoir la membrane œsophagienne ou paroi trachéale postérieure vers le bas, de sorte que j'ai la droite et la gauche, je vois ma carène, je vois mon ballonnet, j'ai fini, j'ai mis 15 secondes, c'est la première fois que je le fais, donc la fibroscopie n'est pas compliquée et c'est un élément essentiel de bon positionnement de la sonde d'intubation. Donc la ventilation optimisée, la ventilation optimisée en chirurgie thoracique, on a dit déjà beaucoup de choses, donc je ne vais pas insister énormément là-dessus, mais ce n'est pas que de la ventilation, il faut aussi faire un peu d'hémodynamique, il faut aussi un peu gérer la FiO2, il va falloir aussi gérer le chirurgien, et il va falloir gérer le remplissage vasculaire. Et donc, on a des actions, tout ce qui est vert, c'est tout ce que vous pouvez faire pour limiter l'inflammation. Donc on a parlé beaucoup de ventilation protectrice, un tout petit peu de FiO2 et de Fluid Challenge. On a de fait quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est la ventilation unipulmonaire. Alors on ne va pas insister sur la ventilation spontanée versus la ventilation mécanique, mais aujourd'hui, de toute façon, quand on fait de la ventilation unipulmonaire, on est délétère sur le poumon. Donc il va falloir essayer de gérer au mieux cette agression pulmonaire associée à l'agression chirurgicale. Le temps bipulmonaire, les recommandations de l'ASFAR, les recommandations de l'ATS ont établi ces critères. Donc ça, c'est pour la ventilation bipulmonaire, la POP ventilation. Qu'est-ce qu'il en est quand je suis en ventilation unipulmonaire? On va reprendre les mêmes critères de volume courant, de pression expiratoire positive, de pression moyenne, de la manœuvre de recrutement et de la FiO2 au sein de la chirurgie thoracique. Je vous rappelle, et ça a été dit par Emmanuel au tout début, voilà, il faut concevoir que le cycle ventilatoire en ventilation volume contrôlé permet d'avoir un certain nombre d'informations. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la littérature, il y a des 10 dernières années, c'était la driving pressure. Aujourd'hui, on se pose la question de tout ce qui est le power du stress index. On ne va pas en parler du tout en chirurgie thoracique. Je vous ai dit l'autre ennemi du poumon, c'est le chirurgien. C'est quand même l'élément qui va générer de l'agression, des cytokines, etc. Et ça, de toute façon, vous ne pouvez rien y faire, sauf à faire du traumatisme mineur. Et aujourd'hui, c'est de la chirurgie mini-invasive. Aujourd'hui, c'est de la résection limitée. Aujourd'hui, c'est du robot qui va permettre d'avoir une inflation autour du poumon, d'avoir une inflation homogène autour du poumon, d'écraser le poumon et de diminuer le shunt. Et donc, potentiellement, là, on a des éléments favorables, mais ça reste quand même une agression. Et donc, nos points d'interrogation, ce sont ceux-ci. Est-ce qu'on a des recommandations pour établir la bonne pratique en chirurgie unipulmonaire, en ventilation unipulmonaire? Tout d'abord, beaucoup de débats sur le volume. Est-ce que, quand je fais la ventilation sur un poumon, je divise le volume par 2? Non. Non, ce serait trop facile parce que on a l'enceinte thoracique, on a une position avec souvent le bio qui appuie sur le poumon, qui est le seul poumon ventilé. Et donc le fait de faire des trop petits volumes va générer énormément d'atelectasie qu'on ne va pas pouvoir rattraper par derrière. Donc il va falloir diminuer le volume courant, mais on ne va pas le diviser par 2 pour la ventilation unipulmonaire.
Plusieurs littératures là-dessus, des vieilles études, grosses méta-analyses il y a 10 ans maintenant sur la typologie de ventilation et l'agression thoracique. On voit bien que diminuer les volumes, c'est important. Et qu'est-ce qu'il en est en chirurgie thoracique? On a maintenant de la littérature assez abondante sur la chirurgie thoracique pour dire c'est plutôt 4-5 millilitres-kg de poids idéal pour la ventilation unipulmonaire. On le sait, ça fait maintenant 10 ans qu'on le dit. Est-ce que c'est appliqué? Étude dans les années 2020 en Angleterre sur l'ensemble du territoire anglais, US sur un certain nombre de centres US. Eh bien, on voit que la diminution des volumes, c'est la première courbe du diagramme en haut, ça prend du temps. Et il faut 10 ans pour diminuer le volume. Alors, je ne vous parle pas de la PEP aux États-Unis parce qu'il faut encore de la ZIP aux États-Unis. Donc là, ça prend encore du temps. Et l'augmentation de la PEP, c'est la courbe en bas, ça prend un petit peu de temps. Donc on a des choses qui existent, mais quand même l'implémentation derrière, elle est plus lente. Une autre méta-analyse, cette fois-ci, sur la ventilation unipulmonaire. C'est décevant, il n'y a pas énormément d'articles. 14 articles retenus dans cette méta-analyse, ça fait que 800 patients. On a deux choses qui sont complètement opposées. On va retrouver peut-être les critiques que l'on pouvait faire à un moment donné à Emmanuel. Mais c'était de la pratique standard. En tout cas, la diminution des volumes courants permet d'augmenter le rapport P sur F tout en diminuant la pression intrapulmonaire. Alors, ce qui est nouveau, ce qui est testé, on va voir que c'est la best PEP et c'est aussi le volume courant variable. Une étude marrante par cette équipe anglaise qui avait une variabilité du volume courant entre 4 et 6 millilitres-kg par cycle ventilatoire versus un volume courant préétabli au cours de la chirurgie thoracique. Vous voyez que la personnalisation, ça ne marche pas toujours. Et là, on a une très légère augmentation de la PaO2, mais qui est non significative au cours du temps. On perd en efficacité au cours du temps. Donc, on va faire simple. On va prendre un volume et puis on va garder le même volume au cours de la chirurgie. L'idée, c'est d'essayer de garder ce poumon ouvert en diminuant les atelectasies. Garder un poumon ouvert, c'est compliqué. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est de mettre de la PEP. Il va falloir pressuriser. Et même en chirurgie thoracique, en chirurgie unipulmonaire, quand on n'a qu'un seul poumon dans une enceinte fermée, il va falloir appliquer de la PEP. Et là, c'est de la chirurgie abdominale, mais c'est des ceintures, vous connaissez peut-être les ceintures d'impédance métrique qui sont posées sur le thorax d'un patient. Et l'idée des investigateurs, c'est de garder le noyau bleu de ventilation identique, quelles que soient les conditions. C'est de la chirurgie avec un pneumopéritoine, donc digestive avec une célioscopie, et éventuellement une chirurgie et la tête en bas avec une célioscopie. Et vous voyez que pour maintenir le cœur bleu identique, il faut pressuriser excessivement fort. Quand on pressurise excessivement fort, on a un impact hémodynamique. Et donc il va falloir trouver un juste milieu entre les deux. Et toute la littérature sur le poumon, c'est la même. C'est une littérature qui est assez française. On a la chance que beaucoup d'équipes françaises se soient intéressées au sujet. Pierre Michelet sur l'œsophage à Marseille, qui avait montré là aussi qu'une ventilation avec de la PEP à petit volume, 5 millilitres-kg, permettait de générer une meilleure oxygénation avec un dégât lésionnel avec des cytokines moindres. D'autres études tournent autour de ce 5 millilitres-kg avec à peu près 5 de PEP. Donc on voit qu'on a un continuum là-dessus. Et donc Emmanuel Marais avait mené cette étude française, encore une fois, sur 5 millilitres-kg versus 10 millilitres-kg en ZIP. Et là aussi, comme pour la chirurgie abdominale, il n'y a pas photo. La ventilation protectrice permet de diminuer significativement les complications post-opératoires. Et donc, c'est le The Best PEP. Il faut faire des best trials aussi en ventilation unipulmonaire. Et vous avez dans toute la littérature, c'est 0, les États-Unis 5, l'Europe 10, pour voir ce qui se passe. Toute la littérature physiologique montre que 10 de PEP, c'est quand même l'élément où vous avez le moins de shunt avec la meilleure PaO2, mais le plus de réponses hémodynamiques. Et donc, on va faire de la chirurgie thoracique entre 5 et 10. On ne va pas dépasser 10, puisqu'on a un impact hémodynamique qui devient très fort à partir d'une PEP au-dessus de 10. Il y a une étude en cours qui n'est pas encore publiée, une grosse étude en cours pour essayer d'avancer sur le sujet. Plus de 2000 patients en chirurgie thoracique. Je n'ai pas les résultats, mais qui cherchent effectivement à préciser un petit peu ces éléments-là. Est-ce qu'on peut faire du recrutement alvéolaire quand on a une ventilation sur un seul poumon? Oui.
On peut faire du recrutement alvéolaire, on va faire attention au niveau de pressurisation et on va faire attention au terrain patient, l'emphysémateux bulleux. Il va falloir être beaucoup plus prudent puisqu'il va trapper, mais vous allez vous en rendre compte par de l'hyperinflation dynamique aussi. Donc, mais il y a un intérêt à faire du recrutement, des manœuvres de recrutement sur un poumon unique en ventilation unipulmonaire. Titration de la PEP, c'est le même concept que ce qui a été présenté par Emmanuel. Oui, on essaye de titrer. C'est en fait assez compliqué et on a une problématique sur un seul poumon qui est finalement ventilé avec des volumes importants, qui va générer des pressions importantes. Donc en fait, on atteint très vite une driving pressure élevée qui fait peur parce qu'elle est au-dessus de 13. Et c'est un petit peu la valeur dite du SDRA que l'on ne veut pas dépasser. Donc en fait, il y a de la littérature sur la ventilation pulmonaire de chirurgie thoracique, mais qui est un petit peu décevante. Guider cette ventilation sur la driving pressure est complexe et présente un intérêt qui est modeste, avec peu d'études. Vous avez le graphe d'en bas, il y a 3 études qui sont prises dans la méta-analyse. Vous atteignez juste la significativité, ça va nécessiter quand même plus d'études pour bien préciser les choses. Les recommandations, pour terminer, les recommandations américaines sont très contre la ventilation volume courant. Et donc, les Américains et les Anglo-Saxons sont très pressure support ventilation. Et donc, il y a débat sur est-ce qu'on guide la ventilation en volume ou est-ce qu'on guide la ventilation en pression. Ça, c'est le premier point. Et les recommandations de l'ATS, l'American Thoracic Society, c'était plutôt de privilégier une ventilation pression-support. Et l'autre élément, c'est quel I sur E je vais mettre en chirurgie thoracique. On va s'approcher, finalement, notamment quand on a un poumon fragile, on va s'approcher d'un I sur E à 1 pour avoir un temps expiratoire relativement long. Cette recommandation américaine est étonnante parce que la littérature au même moment est négative. Donc, la méta-analyse qui est supportée par la recommandation montre qu'il n'y a pas d'avantage à faire de la ventilation pression-support par rapport à la ventilation volume contrôlé. Et puis depuis, il y a eu cette grosse étude chinoise qui a regardé 3 bras. Et vous voyez la courbe actuarielle d'événements, il n'y a pas de différence. Donc vous pouvez faire la ventilation que vous souhaitez. Si vous faites de la ventilation protectrice, vous aurez des résultats qui seront identiques, quelle que soit la technique ventilatoire que vous allez mener. Donc quand on regarde le résultat de la ventilation unipulmonaire, on va diminuer la SFAR 2019, on va diminuer le volume courant aux alentours de 5 ml/kg de poids idéal. Une PEP entre 5 et 10 pour éviter l'impact hémodynamique. On va monter ce qu'on accepte en termes de pression moyenne parce qu'on n'est que sur un seul poumon, donc on a moins de parenchyme avec des contraintes extérieures médiastinales et du bio qui sont plus importantes, donc on va tolérer 30 cm d'eau. On a le droit de faire de la manœuvre de recrutement et après, on ne sait pas, et probablement sur les modalités ventilatoires, aujourd'hui on peut faire ce qu'on veut. Un dernier point, c'est des nouvelles techniques de ventilation, le flow control, c'est de l'insufflation lente. C'est utilisé par les Pays-Bas et par la Suisse, je vais aller les voir la semaine prochaine, qui est probablement un mode intéressant, et c'est super intéressant pour ceux qui aiment la physiologie, parce que vous pouvez avoir la compliance cycle par cycle au cours de votre insufflation, et c'est des éléments qui sont intéressants. Malheureusement, on est là sur du truc de spécialiste, et il n'y a pas de vrai intérêt. Il n'y a pas de différence ici, vous voyez sur le rapport P sur F, vous avez juste une ventilation minute qui est améliorée, mais aujourd'hui on a une seule étude, c'est l'objet de recherche, mais on n'a pas de démonstration d'un meilleur P sur F. Je vais passer ça pour tenir les engagements. N'oubliez pas que la chirurgie thoracique, ce n'est pas la même en décubitus dorsal et en décubitus latéral. Donc on est beaucoup plus confortable en décubitus latéral parce qu'on va générer plus de débit et plus de perfusion du poumon dépendant du poumon inférieur. Donc on voit bien que faire de la ventilation, c'est aussi faire de la hémodynamique. Faire de la ventilation, c'est aussi du remplissage vasculaire. Donc c'est juste pour vous rappeler que c'est important. Et là, vous avez un super numéro du BJA qui vous explique un petit peu toute cette physiologie respiratoire et qui va vous permettre de calculer un petit peu le gain que vous avez en termes de volume sanguin que vous allez générer au sein du poumon inférieur et comment ça va vous permettre de diminuer le risque d'atélectasie et le risque d'hypoxémie péropératoire.
Vous avez toutes les drogues. On a perdu la Lmitrine en France. Nous, on était des fans de la Lmitrine. Donc, on n'a plus grand-chose de disponible pour le faire. En conclusion, oui, on fait de la ventilation protectrice en chirurgie thoracique. Aujourd'hui, quand on essaye de faire complexe, on essaye de réfléchir à la pression motrice, mais ce n'est pas simple. Il y a de la littérature qui commence à sortir sur l'énergie. Moi, je crois que c'est un peu trop compliqué. Faisons déjà bien des choses simples, petit volume, une PEP entre 5 et 10. Si on peut la personnaliser avec un PEP trial décrémentiel, c'est très bien. Une FiO2 la plus petite possible pour avoir 92 de saturation. Et ça, ce sera déjà pas mal pour notre pratique clinique. Merci beaucoup.